c'est Carnegie qui a dit à Rockefeller, ben, en fait, un excellent marché qu'on pourrait développer, c'est d'injecter l'aluminium dans le corps des gens. Tout simplement. Ça, ouais. Bon. Et ils se sont dit, ben oui, c'est un marché super, quoi. Et donc, ils ont engagé M. Flexner pour faire tout un rapport sur les écoles, les académies de médecine aux États-Unis, qui, à l'époque, jusqu'en 1920, enseignaient de façon égale et égalitaire l'homéopathie, l'ostéopathie, la médecine chinoise traditionnelle, la médecine pasteurienne avec les premiers vaccins qui existaient déjà à l'époque, la médecine, le début de la médecine chimique, puisque les aspirines, ça date de 1913, quelque chose comme ça, avec Baxter. Oui, je crois que c'était Baxter, oui, c'est ça. Et donc, ils ont décidé, pour promouvoir l'écoulement de leur aluminium, ils ont décidé de financer les académies de médecine qui acceptaient de n'enseigner plus que la médecine chimique et allopathique et de balancer et de bannir de leur programme l'homéopathie, l'ostéopathie, la naturopathie, l'herboristerie, etc., etc. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cet entretien inédit avec Jean-Jacques Crèvecoeur que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui en plateau. Il a fait le déplacement pour les 25 ans de Nexus. On est le lendemain, voilà, je ne sais pas quand cette vidéo va paraître, mais nous sommes le lendemain des 25 ans. Un peu fatigué, mais il est là et il a tenu à venir au micro de Nexus pour nous partager un petit peu son ressenti sur la soirée, et puis on va revoir un petit peu avec lui son parcours. Mais avant cela, je voulais vous inviter à nous soutenir pour ceux qui le peuvent et qui le veulent. Nexus est le dernier magazine en kiosque sans publicité et sans subvention, et c'est grâce à nos lecteurs que l'on vit et que l'on peut vous proposer des contenus en accès libre comme celui-ci. Bonjour Jean-Jacques. Merci. Bonjour Marc. Merci d'avoir accepté, après la longue et brillante soirée qu'on a vécue tous ensemble. Grâce à toi, entre autres, tu étais sur scène. Oui. Un peu fatigué là aujourd'hui. Effectivement, parce que en fait, la soirée s'est prolongée jusqu'au-delà de 2h du matin et je me suis réveillé naturellement à 8h, donc effectivement, ça a été assez court. Ah oui, tu as réveil. Oui, voilà. C'est programmé, quoi. Pas de grasse mat. Une fois que je n'ai plus sommeil, je me lève. Ça te suffit. Je ne suis pas un spécialiste de la grasse matinée, effectivement. 5 heures de sommeil. Ouais. Écoute, t'as l'air en forme. Je suis un peu plus fatigué, mais ça va le faire. En tout cas, merci déjà pour ton intervention hier, qui était en plus une intervention de dernière minute. T'avais pas prévu d'être là, et puis finalement, t'étais en France. On a rajouté ça, et c'était une très bonne clôture. C'était vraiment une réussite et je suis heureux d'avoir pu te voir. Je pense que beaucoup de gens aussi sur place étaient contents de te voir. Oui, tout à fait. J'ai été véritablement assailli avec beaucoup de bienveillance, bien entendu, par énormément de personnes qui étaient heureuses de me voir en vrai pour la première fois, puisque depuis fin 2012, c'était la 2e conférence publique que je donnais en 13 ans, donc c'était quand même assez exceptionnel. Et donc, je comprends qu'il y avait des gens qui étaient heureux de pouvoir me serrer la main, me remercier pour ma présence, surtout à leur côté pendant toute la crise Covid. Toute la soirée, je n'ai entendu que ça. C'est merci d'avoir été là parce que je me suis senti soutenu. Si vous n'aviez pas été là, je ne sais pas ce que je serais devenu, etc. Je me sentais tellement seul, rejeté par le reste de ma famille, etc. Et moi, ça me touche énormément parce que c'est quelque chose que j'ai fait parce que je sentais que je devais le faire, mais je n'avais pas conscience à ce moment-là à quel point ça pouvait être important pour certaines personnes qu'il y ait des gens qui leur disent simplement « mais non, vous n'êtes pas fou. Ce qui est en train de se passer, effectivement, ce n'est pas normal. » Voilà. C'est vrai que tu as été l'un des premiers à prendre la parole pendant la crise sanitaire, dans les premiers jours, à faire des longues vidéos pour expliquer ce que tu percevais, ce que tu avais compris de cette supercherie, on va dire. Moi-même, je m'étais plongé dans une de tes premières vidéos pour comprendre un peu les rouages de cette manipulation, avec le recul que tu as, parce que ça fait longtemps que tu abordes
les situations de pouvoir et d'emprise sur les gens. On en parlera un petit peu parce que pour ma part, je connaissais pas vraiment ton parcours. Non. Je connaissais beaucoup de tes prises de parole, quelques-uns de tes ouvrages de très loin, et ce courage que tu avais eu pendant la crise sanitaire. Mais on va dire que ton travail sur toutes ces questions date depuis longtemps, même plus longtemps que Nexus. Hein, nous, on a fêté nos 25 ans, enfin en vrai nos 26 ans hier. Et toi, ça fait plus de 30 ans que tu t'intéresses à ces questions et aux coulisses du pouvoir et à la propagande, l'emprise sur les gens. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir cette voie-là et à t'intéresser à ces questions-là déjà ? Ben ça, c'est une très bonne question parce que, pour ceux qui ne le savent pas, donc je suis belge d'origine, j'ai émigré au Québec en 2004, mais j'ai fait des études en physique quantique, donc j'ai une maîtrise en physique quantique, j'avais gagné le prix du meilleur mémoire belge de physique en 1984, j'ai obtenu une bourse de doctorat pour faire un doctorat en physique quantique. Puis, j'ai fait la connaissance d'Edgar Morin, qui est un immense penseur contemporain français, qui m'a fait comprendre, à travers les cours que j'ai suivis avec lui à l'université, que si on voulait vraiment comprendre le monde, il fallait adopter un point de vue transdisciplinaire. Et quand j'ai entendu ce terme pour la première fois de transdisciplinarité, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais, moi, en tant que chercheur en physique, à être spécialisé sur une question que peut-être seules 30 personnes dans le monde vont comprendre, alors que si je veux vraiment comprendre le monde dans lequel je vis, je vais avoir besoin d'autres points de vue, d'autres angles pour comprendre le monde. Et donc, c'est comme ça que, quelques semaines après ma rencontre avec Edgar Morin, j'ai donné ma démission. Et donc, je ne suis pas docteur en sciences. Donc, ça a été vraiment pour toi un avant-après. Ah oui, Morin, oui. Ah oui, Edgar Morin, ça a été vraiment un avant-après. Bon, il ne le sait pas. Il est encore vivant. Hein. Il vient de fêter son 104e anniversaire. Ouais. Il publie encore des livres chaque année. Moi, j'en ai 64. Donc, je me dis, j'en ai encore au moins pour 40 ans de travail devant moi. Donc, ça me réjouit cette perspective, mais ça a été vraiment un avant-après. Donc après ça, j'ai refait des études en philosophie, j'ai été chercheur en pédagogie aussi à l'université, et puis quand j'ai quitté l'université, je me suis lancé comme entrepreneur. Donc en fait, je suis entrepreneur depuis bientôt 40 ans. Ça fait 39 ans que je suis entrepreneur. Mais pourquoi est-ce que je me suis intéressé à tout ça ? Parce que ça n'a rien à voir avec la physique, ça n'a pas grand-chose à voir avec la philo non plus. C'est parce que pour la petite histoire, je me suis marié en 1982 la première fois et c'était le 11 septembre 82. Mais bon, le 11 septembre à cette époque-là ne voulait rien dire de très spécial. Et 3 mois après notre mariage, on s'est retrouvés, ma première femme et moi, en situation de rupture. Elle avait rappelé ses parents et elle voulait rompre et retourner chez ses parents, etc. Bon. Ça a été rapide. Ça a été extrêmement rapide alors qu'on avait vécu 2 ans ensemble, une relation merveilleuse. Mais du jour au lendemain, le jour du mariage, il y a quelque chose qui a basculé et qui a fait que je suis devenu mon père et j'ai projeté sur elle l'image de ma mère et elle est devenue sa mère et elle a projeté sur moi l'image de son père. Ça, on l'a compris plusieurs années plus tard. Et comme les parents d'Ananou, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle, lui ont dit « Ma fille, t'as voulu te marier, maintenant vous réglez votre problème ». Ils se sont levés et ils sont partis. Donc on a été renvoyés à nous-mêmes. Ça a été un excellent cadeau qu'ils nous ont fait. Et on s'est dit « Mais alors, il faut qu'on réponde à la question « Pourquoi et comment, malgré les meilleures intentions du monde, des êtres humains en arrivent à détruire la qualité de leurs relations ?» Et donc, on a commencé à faire des recherches fondamentales, elle et moi, en prenant notre couple conflictuel comme objet de laboratoire. Et petit à petit, on a commencé à comprendre les mécanismes qui étaient à l'œuvre pour faire que les relations, malgré les meilleures intentions du monde, débouchent sur des jeux de manipulation, des jeux de pouvoir, des jeux d'influence, etc., où finalement, ces jeux de pouvoir, la plupart du temps, ne sont pas des intentions négatives vis-à-vis de l'autre, mais ce sont simplement des manques de savoir-dire. Et après 6 ans de recherche, on avait élaboré un modèle qui était relativement cohérent et qui nous permettait d'améliorer de plus en plus la qualité de notre relation.
Donc vous avez réussi à tenir 6 ans en travaillant un peu sur pourquoi ça ne fonctionnait pas. Absolument, absolument. Alors on a fait quand même 3 tentatives de divorce sur ces 6 ans. Il y a des gens qui font des tentatives de mariage, des tentatives de divorce, des tentatives de suicide qui ne fonctionnent pas. Ben, nous, on a fait des tentatives de divorce qui n'ont pas fonctionné non plus. Finalement, on a vécu 24 ans ensemble et on retravaille ensemble d'ailleurs actuellement depuis 6 ans. Donc notre relation n'est plus une relation conjugale, mais on a toujours gardé une excellente qualité de relation. Et c'est comme ça que je suis devenu, par hasard, formateur spécialisé dans les phénomènes de pouvoir. Et à l'époque, donc là je parle de 1989, quand je suis devenu formateur, j'ai commencé à enseigner ça. Et les professionnels de la communication, des gens qui étaient maîtres praticiens en programmation neurolinguistique, en analyse transactionnelle, qui étaient les 2 grandes théories de communication de l'époque, avec la théorie aussi de Jacques Salomé, m'ont tous dit « Mais Jean-Jacques, ce que vous avez trouvé, ta femme et toi, ça n'existe nulle part dans les théories de communication. » Alors, au début, je leur ai dit « Vous êtes bien gentil, je ne vous crois pas. » Jusqu'à ce qu'il y ait une étudiante qui faisait un doctorat en communication qui a pris notre travail comme objet pour son doctorat, et où là, je me suis dit, tiens, il y a des gens qui disent qu'effectivement, ça n'existe nulle part, notre vision et notre façon de décortiquer ces phénomènes de pouvoir inconscients et involontaires. Et c'est comme ça que j'ai sorti mon premier livre sur les jeux de pouvoir en 1993 et qui a été un best-seller puisqu'il a été vendu pendant 30 ans en librairie avec 150 000 exemplaires. Mais il s'adressait à qui cet ouvrage? Parce qu'on peut se dire, bon, qui ça peut intéresser de comprendre les jeux de pouvoir dans les relations? Est-ce que ça s'adresse aux professionnels? Est-ce que ça s'adresse aux gens lambda? Est-ce qu'on est tous concernés? Exactement, on est tous concernés parce qu'on a tous ces volontés inconscientes de se contrôler les uns les autres. Et pourquoi est-ce qu'on essaye de se contrôler les uns les autres? C'est tout simplement parce que nous avons tous à l'intérieur de nous une angoisse fondamentale qui est que nos besoins ne seront pas respectés, ne seront pas pris en compte de la manière dont on voudrait qu'ils soient pris en compte. Et donc, pour être sûr d'être satisfait au niveau de nos besoins fondamentaux, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de contrôler l'autre, de contrôler ce que l'autre fait, ce que l'autre dit, éventuellement ce que l'autre pense ou ce que l'autre ressent, pour obtenir de cette personne satisfaction de nos propres besoins. C'est-à-dire qu'en fait, ces jeux de pouvoir interpersonnels, involontaires et inconscients, je le répète, sont générés par la peur d'être frustré et de ne pas être satisfait au niveau de nos besoins fondamentaux. Ce qui fait que je me suis adressé, mais en fait, je n'ai jamais cherché à le faire, mais comme j'étais le seul sur le marché à cette époque-là à avoir sorti quelque chose sur les jeux de pouvoir, d'ailleurs, il y avait 3 gros éditeurs qui se battaient pour avoir mon premier manuscrit. Il y avait Albin Michel, les éditions de l'Homme et Le Souffle d'Or, parce que c'était une thématique qui était inconnue à l'époque. J'étais le premier et j'étais le seul. Et donc, je n'ai fait que répondre à des demandes. Donc, je suis intervenu auprès de couples qui étaient en difficulté. Je suis intervenu auprès de parents qui avaient des difficultés d'éducation pour leurs jeunes enfants ou leurs adolescents. Je suis intervenu auprès des entreprises. Donc, j'ai commencé une carrière de formateur en entreprise à partir de 90. J'ai été expert auprès du patronat français pendant 7 ans, de 95 à 2002, où j'étais le spécialiste reconnu au niveau des problématiques de pouvoir et comment exercer le pouvoir de manière éthique. Mais je suis intervenu aussi auprès de lieutenant-colonel de la gendarmerie française et j'ai fait des interventions dans des monastères où, là aussi, il y avait énormément de jeux de pouvoir. Donc, en fait, j'ai couvert à peu près n'importe qui au niveau de la population. Est-ce que, selon toi, il y a des espaces où il n'y a pas ces jeux de pouvoir qui s'exercent? Alors, ça, c'est vraiment une question très intéressante parce que j'ai été très étonné moi-même parce que bon, j'avais pas encore tout compris quand j'ai commencé à être formateur. Et je dirais que c'est à force de former. Moi, j'ai formé à peu près 22 000 personnes dans des salles physiques entre 89 et 2012. Et j'ai été très étonné de constater que dans les associations où tout le monde prétend que
entre nous, il n'y aura pas de jeu de pouvoir, il n'y a personne qui va prendre le pouvoir, les règles vont être souples, etc. Eh bien, c'est là qu'il y avait le plus de phénomènes de pouvoir et de manipulation. Pourquoi ? Tout simplement parce que moins les règles sont claires et explicites, plus les gens vont vivre dans la peur que leurs besoins ne soient pas satisfaits. Et donc, plus il va y avoir des jeux d'influence. Et là où j'ai trouvé le moins de jeux de pouvoir, c'est chez les lieutenants-colonels de gendarmerie. Là où c'est assumé. Là où, effectivement, la hiérarchie est extrêmement claire. Il y a un respect absolu de la hiérarchie, sauf cas où le hiérarchique commence à déconner. Mais à ce moment-là, il y a aussi des règles qui prévoient de comment on destitue un hiérarchique. Et j'ai été moi-même étonné parce que je ne voulais pas aller donner une formation de 5 jours à des lieutenants-colonels de gendarmerie en France, parce que moi-même, je suis antimilitariste, j'étais objecteur de conscience, donc j'ai refusé de faire mon service militaire et j'ai fait un service civil à la place. Donc franchement, quand j'ai eu l'opportunité de travailler avec ce genre de public, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire là ? Et ça a été une de mes plus belles expériences de formation avec eux. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que, contrairement à ce que je vivais très souvent, lorsque je leur proposais un exercice qui leur demandait de sortir de leur zone de confort et d'expérimenter des choses qu'ils n'avaient jamais faites, ils le faisaient tout de suite. Et en plus, ils le faisaient bien. Et après 3 jours, j'avais fini mon programme de 5 jours. Alors que j'avais quand même 10 ans d'expérience dans la formation, je savais combien de temps il fallait pour couvrir ce programme. Et après 3 jours, c'était fini. Et donc, du coup, je leur ai dit, écoutez, comme il nous reste 2 jours, puisque dans le contrat, ça a été signé 5 jours, voilà tous les thèmes qu'on pourrait traiter ensemble, mais choisissez, c'est à la carte maintenant, puisqu'on a fini le programme. Et quand je leur ai demandé... alors, évidemment, dans tous les groupes que j'ai formés, on me demandait toujours « Qu'est-ce que vous pensez de notre groupe, Monsieur Crèvecoeur ?» C'est toujours la même question. Et alors, je leur dis « Mais écoutez, moi, je suis vraiment étonné et je suis même perdu parce que je ne comprends pas pourquoi ça se passe aussi bien avec vous, moi qui avais plein d'a priori négatifs vis-à-vis de vous. Se dit, là, dans un endroit où il y a justement du pouvoir, parce que voilà, les militaires, c'est vraiment exercer le pouvoir de haut en bas, c'est là où c'est le plus facile finalement de travailler. C'est ça. Et ils m'ont répondu 2 choses extrêmement pertinentes et extrêmement logiques. Ils m'ont dit, vous savez, de toute façon, nous, dans la gendarmerie, ça fait partie de notre vie de changer de lieu d'implantation tous les 3 ans pour éviter les collusions avec la mafia locale, machin, etc. Donc, ça fait déjà partie de notre ADN d'accepter le changement dans notre métier. Et en plus, on nous a appris à respecter le pouvoir. Ici, dans ce groupe, le pouvoir, c'est vous. Donc, quand vous nous dites de faire quelque chose, on le fait sans discuter. Et j'ai trouvé ça extraordinaire comme expérience. Voilà, enfin, on s'écarte un petit peu de ce que je voulais dire, mais effectivement, c'est comme ça que je me suis intéressé de plus en plus à tous les phénomènes de pouvoir, de manipulation, jusqu'à l'ingénierie sociale. Alors, ça se manifeste comment, les phénomènes de pouvoir dans les relations de tous les jours ? Oh, mais... J'ai élaboré dans mon modèle plusieurs critères qui permettent de repérer les jeux de pouvoir interpersonnels. Et un des critères assez faciles à repérer, c'est quand il y a une distorsion entre ce qui est dit et ce qui est sous-entendu. Si je dis par exemple « Merci à Marc pour la soirée d'hier », franchement, c'était génial. Hein? Bon, mais tu comprends tout de suite que même si le message explicite c'est « Merci Marc pour la soirée d'hier », tu comprends qu'avec l'intonation qui est la mienne, et avec la mimique, non seulement il y a un petit reproche, mais que j'ai vraiment pas été satisfait de cette soirée, et ça va te mettre mal à l'aise. C'est-à-dire, ça, c'est aussi un autre critère de repérage, c'est chaque fois que tu commences à sentir un malaise en disant, mais ce qu'il me dit là, est-ce que c'est du lard ou du cochon ? Qu'est-ce qu'il veut me dire ? Est-ce qu'il est vraiment ironique ? Est-ce qu'il est vraiment en train de me dire merci ? Ou est-ce qu'il est en train de me faire un reproche ? Mais il me fait un reproche sur quoi ? Parce qu'il ne me le dit pas, quoi. Et alors, si tu essayes de te dépatouiller avec ça en me disant « Mais enfin, Jean-Jacques, t'es fâché ?» Non, je te disais merci. Et alors là, tu es encore plus perdu, tu vois. Et c'est comme ça que on va commencer à rentrer. Bon, il y a d'autres critères. Donc quelqu'un qui oserait pas dire quelque chose, mais qui veut quand même
qui le manifeste sans vouloir le dire, c'est une sorte de relation de pouvoir. Alors, moi j'appelle ça une tentative de jeu de pouvoir. D'accord. Parce que la grande découverte que j'ai faite aussi, et ça c'est en me basant sur les travaux d'Edgar Morin qui n'ont absolument rien à voir avec la communication, mais comme j'ai travaillé l'œuvre majeure d'Edgar Morin qui s'appelle La Méthode, hein, c'est une œuvre en 6 volumes où il a repensé complètement je dirais tous les champs de savoir en les remettant dans une perspective transdisciplinaire. C'est extraordinaire à lire. Ça demande beaucoup d'attention, d'investissement, mais c'est vraiment fabuleux. Et moi, je lui suis très reconnaissant pour tout ce qu'il m'a apporté à ce niveau-là. Mais dans la pensée complexe d'Edgar Morin, ce qu'il dit toujours, c'est qu'il faut qu'on sorte d'une pensée linéaire. Et une pensée linéaire, c'est de dire il y a une cause qui engendre un effet. C'est tout. Ça, c'est la pensée linéaire. Voilà. Hein, je prends ma tasse, je la laisse tomber, elle se casse. Bon, la cause, c'est que j'ai lâché la tasse. L'effet, c'est qu'elle s'est cassée. Voilà. Point. En fait, dans la pensée complexe, ce qu'il dit, c'est que très souvent, la cause va avoir un effet, mais cet effet, lui, va rétroagir sur la cause qu'il a engendrée. Ce qui fait qu'il va y avoir une amplification ou une diminution. Alors, l'exemple typique que l'on peut prendre, c'est l'exemple du thermostat dans une pièce. Le thermostat est la cause de l'ouverture de la vanne thermostatique du radiateur qui va générer et qui va envoyer de la chaleur dans la pièce. Mais cette chaleur qui est en train de monter va rétroagir sur le thermostat qui, à un moment donné, va se couper parce qu'il aura atteint la température souhaitée. Bon, mais ça, c'est un exemple de rétroaction au niveau de la cause. C'est la même chose au niveau des jeux de pouvoir. Dans un jeu de pouvoir, je peux faire une tentative de jeu de pouvoir vis-à-vis de toi, mais si toi, tu n'entres pas dans le jeu en disant Jean-Jacques, qu'est-ce que tu veux me dire là, hein? Qu'est-ce que tu attends de moi? Ou qu'est-ce que tu veux vraiment me dire? C'est-à-dire qu'au lieu de rentrer dans la culpabilité, le malaise, etc., tu casses tout de suite le jeu et tu m'invites, si tu veux, à mettre une cohérence entre ce que je ne voulais pas dire et ce que j'étais en train de dire. Mais à ce moment-là, tu n'entres pas dans la complicité, hein, ce que j'ai appelé dans mon travail, la complicité circulaire. Et très souvent, je donne l'exemple du corbeau et du renard comme exemple qui est vraiment extrêmement facile à comprendre, parce que quand le renard vient et commence à flatter le corbeau, c'est aussi une tentative de jeu de pouvoir, puisqu'il a le projet sur le corbeau de faire lâcher le corbeau au niveau de son fromage pour récupérer le fromage. Mais tant que le renard est en train de dire « Oh, que vous êtes beau, que vous êtes joli, hein, si votre ramage est aussi beau que votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ce bois, etc. » Et si le corbeau prend son fromage sur son aile et dit « Imbécile, je connaissais déjà la fable », le renard vient de faire une tentative de jeu de pouvoir, mais il n'a pas eu le pouvoir sur le corbeau parce que le corbeau ne lui a pas donné le pouvoir d'avoir du pouvoir sur lui. Donc il faut être deux. Exact. Dans toute relation de pouvoir. Dans tout jeu de pouvoir, il faut être deux, même si la personne qui subit le pouvoir de l'autre se sent complètement victime et complètement impuissante. Donc même la victime joue un rôle important. Exactement. La victime donne le pouvoir au bourreau d'avoir du pouvoir sur elle. De plein de façons différentes. Et c'est là où ça rejoint, mais ça, je l'ai découvert beaucoup plus tard, lorsque j'ai lu Étienne de la Boétie, qui disait, si vous avez des bourreaux, et si vous êtes soumis à vos bourreaux, c'est parce que vous avez appris à obéir. Oui, c'est vrai que c'est assez connu, hein, la servitude volontaire, voilà. Que la population accepte aussi son sort en se laissant manipuler, imposer par le haut certaines décisions. Et j'allais te demander du coup comment on passe de cette situation, et est-ce que c'est parce qu'on vit cette situation entre nous, on va dire au bas de la pyramide, qu'on accepte d'autant plus facilement qu'en haut, on nous manipule encore plus? Et j'allais même terminer sur on se constate à quel point ils connaissent ces jeux de pouvoir beaucoup plus que nous dans la population, et notre cerveau encore mieux, et ils en usent. Oui. Et comment est-ce que notre rapport à nous-mêmes, entre nous, simples citoyens,
et notre comment dire les jeux de pouvoir qu'on peut entretenir entre nous tous peut favoriser notre perméabilité aux jeux de pouvoir avec le haut de la pyramide. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que cette capacité que nous avons inconsciemment et involontairement à nous laisser manipuler par les intentions de l'autre, qui sont des intentions inconscientes et involontaires aussi, c'est-à-dire que tout ça, c'est tout à fait naturel. Et d'ailleurs, je l'explique en disant, mais quand nous étions bébés, nous n'avions pas de possibilité de faire une demande explicite. On n'a jamais vu un bébé de 3 semaines dire « Maman, s'il te plaît, je voudrais boire à ton sein parce que j'ai faim pour l'instant et mon besoin, c'est de me nourrir. » On n'a jamais vu ça. Donc le bébé, lui, il est obligé de faire comprendre de façon implicite les besoins qu'il a. Et son seul moyen, c'est de pleurer. Et d'ailleurs, il y a un éthologue, donc quelqu'un qui étudie le comportement des animaux, qui faisait remarquer, et j'avais trouvé ça génial, je n'avais jamais pensé à ça, il disait que plus un animal est dépendant longtemps de son parent ou de ses parents pour survivre avant de pouvoir devenir autonome, plus cet animal aura développé des habiletés de communication. C'est-à-dire que quelles sont les espèces animales qui communiquent le plus? D'abord, ce sont les humains, puis les mammifères, beaucoup plus que les oiseaux et beaucoup plus que les reptiles. Pourquoi? Parce que les reptiles, une fois qu'ils sortent de l'œuf, ils sont autonomes instantanément. Et donc, et les serpents n'ont jamais eu besoin de commencer à parler, sauf dans le livre de la jungle, mais à part ça, les serpents ne parlent pas. Les lézards ne crient pas, ils n'ont pas de cris, ils n'ont rien du tout, parce qu'ils n'en ont pas besoin. C'est-à-dire qu'en fait, la communication est quelque chose que nous avons développé en tant qu'animaux à cause de notre dépendance. À cause de notre dépendance au niveau de nos besoins. Et ce qui fait qu'on ne peut même pas éviter ce phénomène des pouvoirs et des tentatives de prise de pouvoir les uns sur les autres, puisqu'on l'a depuis notre plus petite enfance. Mais ce qui peut être naturel pour un bébé et incontournable pour lui, puisqu'il n'a pas d'autres moyens, peut du coup s'inscrire chez l'adulte comme une stratégie consciente ou inconsciente. Exact. C'est vrai qu'on ne nous apprend pas à communiquer à l'école. Hein. Mais déjà les parents. Les parents n'apprennent pas aux enfants à nommer leurs besoins, par exemple. Très souvent, quand un enfant a besoin de quelque chose, on lui dit que c'est un caprice, ou lorsque l'enfant pleure parce qu'il a mal quelque part. Moi, combien de fois j'ai entendu des parents dire « mais non, tu n'as pas mal », ou détourner l'attention de l'enfant en lui disant « prends ce bonbon ». Et voilà, donc en fait, déjà, au niveau des parents, au niveau des éducateurs, avant l'école même, on n'apprend pas aux enfants à devenir responsables de leurs besoins, de leur état intérieur, de leurs émotions, etc. Donc ça, c'est la porte ouverte pour l'ingénierie sociale et pour les gens qui sont au pouvoir dans les sociétés, parce que effectivement, plus nous sommes inconscients et handicapés, entre guillemets, au niveau de notre capacité à prendre soin de nos besoins, eh bien, plus nous sommes vulnérables et plus nous sommes à la merci des stratégies d'ingénierie sociale. Ce handicap, est-ce qu'on peut l'appeler handicap émotionnel ou en termes de communication? Oui. Il est vraiment, on va dire pour toi, la base de ce qui fait l'emprise des pouvoirs sur nous? C'est un élément, et comme je l'ai dit tout à l'heure, plus la peur est présente, c'est-à-dire la peur que nos besoins ne soient pas satisfaits, plus nous allons avoir tendance soit d'essayer de contrôler les autres ou de nous laisser contrôler. Et donc, que font les dirigeants de ce monde? Ils entretiennent la peur de façon permanente via les médias mainstream. D'où l'importance de maîtriser les médias par des milliardaires ou par l'État aussi, qui contrôle beaucoup de médias. Alors, petite anecdote au passage, donc j'ai sorti mon livre en octobre 93 et en 95, j'ai été contacté par un lieutenant-colonel de la marine belge qui était le précepteur du prince Laurent à l'époque et qui était responsable aussi de la gestion du patrimoine du Palais Royal de Belgique.
et également professeur d'université en communication à l'Université libre de Bruxelles. Et il m'a invité au restaurant en tant que représentant du Palais Royal. Et il m'a fait tout un discours sur les privilèges officiels et non officiels dont je pourrais bénéficier si j'acceptais de travailler pour le Palais Royal. Donc pendant 1 heure, il m'a bassiné les oreilles avec tous les avantages, et surtout les avantages non déclarés que j'allais avoir en travaillant pour le Palais Royal. Et donc après 1 heure, je commençais à m'impatienter. Le repas était excellent, mais je commençais à m'impatienter parce que pour moi, le Palais Royal, c'était une entreprise comme une autre, de la même façon que j'ai travaillé pour des banques, pour des compagnies d'assurance, pour des sidérurgies, etc. Donc, moi, le Palais Royal, c'est un client potentiel parmi d'autres. Donc, je lui dis, écoutez, colonel, vous êtes bien gentil, mais vous ne m'avez pas encore dit quel serait le mandat, c'est quoi votre besoin ? Ah oui, parce qu'il m'avait dit qu'il avait demandé à tous ses étudiants universitaires d'acheter mon livre sur les jeux de pouvoir et qu'ils avaient étudié mon livre en cours à l'université. Bah, ça, c'était pour me flatter aussi. Et puis, il me dit, écoutez, votre mandat serait très simple, c'est qu'on vous demanderait de devenir le conseiller des rédacteurs en chef de la presse écrite, radio et TV, francophone et néerlandophone, pour mieux manipuler l'opinion publique. Oh, au moins c'est clair. Ah, c'était extrêmement clair. Et alors je l'ai regardé, j'ai dit, mais vous savez, moi j'ai consacré déjà plus de 10 ans de ma vie à apprendre aux gens, enfin à apprendre d'abord pour moi, et puis j'enseigne aux gens comment ne plus être manipulable par les tentatives de jeu de pouvoir des puissants, et vous me demandez de me mettre au service des puissants de ce monde contre les gens au service desquels moi j'ai décidé de me mettre. Et il me répond, oui, en me regardant dans les yeux. Hein. Oui, c'est ça que je vous demande. Et alors je lui dis, écoutez, ma réponse c'est non, je ne travaillerai pas. Alors il me dit, mais réfléchissez. Mais j'ai dit, mais attendez, c'est tout réfléchi. Je ne travaillerai pas pour le Palais Royal pour faire ce genre de choses. Et alors il me dit, vous ne voulez pas travailler pour le Palais Royal ? Je dis, non. Mais tout le monde veut travailler pour le Palais Royal, me dit-il. Et donc, je lui ai dit, écoutez, vous aurez au moins rencontré une personne qui aura refusé. Mais c'est à ce moment-là que j'ai eu la confirmation de ce que j'avais déjà lu dans des bouquins, qu'il y avait une volonté de manipuler la population. Mais c'était la première fois que je rencontrais quelqu'un en chair et en os qui me confirmait qu'effectivement, il y avait au plus haut niveau de l'État une stratégie et une volonté de manipuler l'opinion publique. Et en utilisant, entre guillemets, en travaillant avec des gens comme toi, qui ont les compétences pour y arriver. C'est ça. Et les connaissances, parce qu'il en faut certainement sur le fonctionnement du cerveau, la psychologie. Oui. Et est-ce que j'imagine du coup, la crise sanitaire qu'on a vécue il y a 5 ans, pendant 2 ans, ça a été un formidable terrain de jeu, de travail pour toi, de voir un peu du coup toutes les stratégies mises à l'œuvre en quelques mois avec une efficacité redoutable. Effectivement, c'est ce que j'ai dit dans une autre interview que j'ai donnée il y a quelques heures de cela, aujourd'hui, pour Essentiel News, avec Senta de Peut. Que je salue, qui était là hier aussi. Qui était là hier, effectivement. Et je disais, moi qui m'étais déjà battu contre l'escroquerie de la grippe H1N1 en 2009, et à cette époque-là, nous étions très peu de lanceurs d'alerte pour nous battre contre cette tentative de prise de pouvoir sur les populations. C'était un premier essai, c'était un ballon d'essai. Voilà, c'était un ballon d'essai, effectivement. Mais ce que je disais à Senta de Peut tout à l'heure dans l'interview, je dis, j'ai été bluffé par l'intelligence diabolique qui a été mise en œuvre par l'élite mondiale pour mettre en place cette stratégie de réduction des libertés et des droits fondamentaux et de faire en sorte que des milliards d'individus se soumettent aussi facilement et aussi rapidement à ce genre de choses. Pourtant, ça avait l'air tellement grossier et mal fait. Comment ça a pu fonctionner ? Alors oui, la peur de la mort, c'est sûr que c'est la peur universelle. Oui. Mais quand même, ça avait l'air tellement... tu sais, c'est vraiment le truc qui clignote au milieu de la figure, quoi. Ça avait l'air tellement visible.
Est-ce qu'on est aussi fragile, enfin, dans l'ensemble, les gens sont aussi fragiles et faibles que ça face à ce genre de discours? Il y a plusieurs éléments de réponse à ta question, mais je dirais que le premier élément vient des théories fondamentales de communication, qui sont des théories qui sont nées à l'école de Palo Alto dans les années 60, et qui dit on ne peut reconnaître que quelque chose, on ne peut reconnaître que ce qu'on connaît déjà. Oui, c'est vrai que là, c'était nouveau. Voilà. Donc, moi qui avais vécu le Palais Royal en 1994-95, moi qui avais vécu de l'intérieur l'affaire du trou en Belgique, parce que j'ai été proche et j'ai conseillé bénévolement les comités blancs des parents qui étaient infiltrés par les services secrets belges, ces comités etc. blancs? Alors je te raconte après. On fera une petite digression plus oui, moi qui avais compris les assassinats de l'ordre du Temple solaire déguisés en suicide collectif, moi qui avais compris le jour même du 11 septembre que c'était un inside job, etc. Pour moi, c'était tellement facile de reconnaître que H1N1 et puis Covid-19 étaient une opération d'ingénierie sociale, parce que je connaissais déjà. Donc, à partir du moment où je connais, je suis capable de reconnaître. Mais la plupart des personnes, y compris les lanceurs d'alerte que nous connaissons actuellement, mais dont la plupart ont ouvert les yeux en 2020. J'écoutais Jean-Dominique Michel l'autre jour qui disait « Je reconnais que jusqu'en 2020, j'avais une vision de la société qui était une vision bisounours. » Et c'est en 2020 que mes yeux se sont ouverts. Et il y en a beaucoup comme ça. Parce que si on n'a jamais vu ça avant, on ne peut pas le reconnaître. Il y a des gens qui disent, bon, je ne suis pas sûr que ce soit vrai ça, que lorsque les caravelles de Christophe Colomb sont arrivées pour la première fois en Amérique, les Indiens n'auraient même pas vu les caravelles parce que ça ne faisait pas partie des choses qu'ils connaissaient. Bon, j'ai un peu de mal quand même à le croire, mais bon, peu importe. Mais l'image, en tout cas, métaphorique est intéressante. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est la peur. Mais c'était la peur qui était entretenue de façon tellement vicieuse, à nous répéter heure après heure le nombre de morts, le nombre de cas, etc. C'est la même chose au Toutes Canada, les j'imagine. heures, mais oui, mais partout, partout. Et comme je l'ai dit dès le départ, et quelques scientifiques l'ont dit aussi, parce que si je te dis, oh là là, dans la région parisienne, il y a eu 30 morts aujourd'hui. Si je ne te donne pas un point de repère en disant, bah, écoute, c'est une bonne nouvelle parce qu'habituellement, il y a 50 morts par jour en région parisienne, toutes causes confondues. Tu vas dire, 30 morts alors que la moyenne c'est 50, ça va, c'est bon. Mais là, on n'a jamais donné les points de repère. On n'a jamais dit aux gens, vous savez, chaque année, il y a tant de morts. Il y a tant de morts chaque jour en Chine, par exemple, puisque ça a commencé avec la Chine. Et donc, en parlant de 200 morts aujourd'hui, 200 nouveaux morts du Covid, ça voulait rien dire. Parce que de toute façon, en Chine, il y a, je ne sais pas combien, peut-être 25 000 personnes ou 50 000 personnes, je ne connais pas les chiffres, qui meurent chaque jour de morts naturelles ou d'accidents ou d'AVC ou de crise cardiaque, etc. Donc, le fait qu'on ait répété toutes les heures et tous les éditoriaux, toutes les manchettes, tout tournait autour du Covid. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le jour où Poutine a envahi l'Ukraine, terminé, plus personne n'a parlé du Covid. Je me souviens très bien de ce moment, cette bascule où cette menace a été remplacée par une autre. Voilà. Et maintenant, c'est la menace du climat, c'est la menace. Enfin, donc, l'idée, c'est toujours de maintenir la population en état de peur. Et à ce moment-là, ça se passe au niveau du cerveau limbique. Et le cerveau limbique a pour caractéristique de bloquer le néocortex, c'est-à-dire notre centre de pensée logique et de réflexion logique. Oui, parce que c'est dans le cerveau, c'est un phénomène naturel pour normalement nous maintenir dans un état de survie. C'est ça, exactement. Et détourner dans cette orientation-là, finalement, nous maintient dans quoi? Dans un côté un peu figé et... Oui, absolument. C'est comme le disait Henri Laborit, qui a beaucoup étudié cela et dont les travaux ont été popularisés
popularisé dans le film Mon oncle d'Amérique. Oui, c'est ça, Mon oncle d'Amérique, hein, où on voit des rats à un moment donné se battre entre eux pour représenter de façon métaphorique des conflits entre collègues de bureau, etc. C'était vraiment très bien fait ce film, mais Laborit avait dit, voilà, quand on est en situation de menace de mort, on a essentiellement 3 stratégies possibles qui sont inscrites dans notre inconscient génétique. Première réaction, c'est la lutte. C'est repousser l'ennemi. Bon, comment veux-tu repousser un virus? Comment veux-tu repousser les médias mainstream? Ben, oui, éventuellement d'éteindre les médias. Bon, ben voilà. Deuxième possibilité de survie, c'est que si je ne suis pas en mesure et si je ne suis pas à la hauteur pour me battre, eh bien, je vais fuir. Je vais fuir le danger. Bon. Mais ici, psychologiquement, ça peut être je vais fuir, c'est-à-dire je vais refuser d'entendre ce que les complotistes racontent parce que je ne veux pas voir la réalité. Ça, c'est une fuite aussi, c'est le déni. Et sinon, la troisième possibilité en situation de menace pour la survie, c'est le figement. C'est l'animal qui ne va plus respirer, qui ne va plus bouger, etc., en espérant que son prédateur passe à côté de lui sans le voir. Et c'est ça qui s'est passé pour l'essentiel de la population. Ça a été le figement, qui a été renforcé par le fait qu'on a confiné la population. Et priver de nos libertés pour sortir, voyager, consommer. Exactement. Effectivement, ça fait un point d'entrée sur notre, on va dire, servilité. Oui. Voilà. Oui. Assez fort. Oui. Et ce qui est encore très pernicieux dans la manière dont ça a été fait, c'est qu'on nous a annoncé que ce serait juste pour 14 jours. Oui, c'était de 14 jours en 14 jours. Oui. Voilà. La pilule place peut-être plus facilement. Mais ça, c'est la stratégie des petits pas mais avec toujours le cran d'arrêt. C'est un peu comme les trains à crémaillère où on sait qu'ils peuvent monter et s'il y a une défaillance du moteur électrique, il ne va pas redescendre parce qu'il y a des cliquets qui font que le train ne va pas redévaler dans l'autre sens. Eh bien, c'est la même chose en ingénierie sociale. C'est qu'à chaque fois, on grappille un petit peu de liberté, on grappille un peu de droits fondamentaux qui ont été acquis de haute lutte par nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Et lorsque la crise est terminée, on ne redescend jamais. Et ça, c'est quelque chose dont pratiquement personne dans la population ne se rend compte. C'est que même quand on a l'impression d'être revenu à la normale, on n'est pas du tout revenu à la normale. Pour moi, le monde n'est plus du tout le même aujourd'hui, en 2025, qu'il ne l'était en 2019. Hein. Qu'est-ce qui a permis cette crise, selon toi, aujourd'hui, qui s'est installée? Puisque bon, on a retrouvé, entre guillemets, nos libertés, on va dire ça. Hein, il n'y a plus besoin de passe sanitaire pour voyager. Il n'y a plus cette menace au virus. Qu'est-ce qu'on a perdu qu'on ne retrouve pas? Et est-ce que si à nouveau on nous refait la carte d'une épidémie, la masse retombera dans le panneau, selon toi? Alors, je pense que ce que nous avons perdu, c'est une bonne partie de notre vie privée. C'est-à-dire qu'on nous a fait accepter de rendre public notre statut vaccinal. Normalement, ça, c'est une information qui est confidentielle. Secret médical. Oui. C'est le secret médical. Rien que ça, mais c'est juste le premier pas pour que, par la suite, peut-être qu'un jour, et je te raconterai une anecdote sur le 11 septembre, d'ailleurs, à ce niveau-là, qui m'avait beaucoup interpellé. Peut-être qu'un jour, si tu veux prendre un avion et que tu arrives dans l'aéroport et que tu n'es pas en ordre de vaccination anti-Covid ou de la grippe saisonnière, etc., ce sera marqué sur ta puce d'identité numérique et on va te dire, Monsieur Daou, je suis désolé, mais vous ne pouvez pas prendre l'avion parce que vous n'êtes pas en règle de vaccination. Alors qu'avant, ce genre de choses, on ne nous l'a jamais demandé. On ne l'aurait même pas imaginé. On ne l'aurait même pas imaginé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait refuser et se laisser priver de voyager, mais on aurait compris que ça y est, c'est presque la norme. C'est ça. On a un peu intégré cela. Oui. Et donc pour moi,
toute cette manœuvre Covid n'était même pas une manœuvre sanitaire. Oui. L'enjeu, c'était de regarder jusqu'à quel point on pouvait aller pour faire accepter à une population d'abandonner un certain nombre de ses droits fondamentaux et de ses libertés fondamentales. Et quand je vois que Trump est en train d'investir 500 milliards de dollars pour des centres de gestion de données qui vont leur permettre de surveiller tous les faits et gestes des citoyens américains et j'imagine pas que les citoyens américains, je me demande dans quelle mesure on peut encore penser que Trump soit un sauveur. Alors oui, il est en train de mettre en place un certain nombre de mesures. Il souffle le chaud et le froid, Trump. Hein. Mais en fait, à mon avis, il fait ça pour amadouer les résistants comme nous. Oui, parce qu'il y a Kennedy, le ministère de la Santé, qui fait quelques petites choses qui vont dans le bon sens. Hein. C'est ça. Il a viré Monsieur Vaccin chez eux, oui. leur Alain Fischer à eux, oui. Je ne sais plus comment il s'appelle, et il a coupé certains budgets sur des recherches de vaccins RN. Exactement, et il a retiré sa contribution à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. On pourrait croire que c'est déjà beaucoup. Voilà, mais pour moi, c'est un rideau de fumée. C'est vraiment un miroir aux alouettes pour calmer sa base, d'abord, hein, puisqu'il a quand même été élu par plus de 50% des Américains, donc il faut qu'il leur donne un petit peu de ce qu'il leur a promis, mais pendant que sa main gauche est en train de leur montrer des choses, comme un prestidigitateur, il est en train de mettre en place un immense centre de données qui va être capable de gérer des milliards d'informations à la seconde, qui vont être transportés par les réseaux 5G. C'est quand même pas par hasard que les réseaux 5G ont été déployés pendant le confinement. En tout cas, moi je peux te dire qu'au Canada... Ça a été le cas chez vous aussi? Ah mais oui. Okay. Mais les installateurs des antennes 5G travaillaient la nuit. Ils travaillaient la nuit. C'est quand même surprenant parce qu'on a vraiment vécu la même chose. En France, il y a eu un décret pendant le premier confinement de dérégulation des installations des antennes. Exactement. Exactement. Pourquoi? Parce que pour moi, Covid-19 n'était que la première étape d'un plan qui va jusqu'à la numérisation totale et intégrale des individus. C'est leur grand rêve prométhéen. Voilà. Et Jacques Attali avait dit il y a très longtemps que, effectivement, à un moment donné, la population réclamerait d'elle-même ce qui allait être leur servitude. Et que ça se passerait via la peur de mourir, qu'on allait entretenir chez les gens. Et ça marche, ça marche. Donc moi, je ne peux qu'avoir de l'admiration pour l'intelligence diabolique que ces gens ont mise en place et mise en œuvre pour arriver à leur fin. Je dois dire, je suis bluffé. En même temps, évidemment, je suis écœuré de voir à quel point ça va contre le vivant, ça va contre l'humanité, etc. Mais je dirais, si je retire tout jugement et que je fais une analyse froide de la situation... C'est des bons stratèges. C'est remarquable. Et donc, il faut arrêter de dire que les gouvernants ont été incompétents, qu'ils n'ont pas pris les bonnes décisions. Ils n'ont fait aucune erreur. C'est ce que j'ai dit à Christian Perron lorsque je l'avais interviewé à la sortie de son premier livre. Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? Et je lui avais demandé, mais docteur, est-ce que vous y croyez à votre titre? Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils n'ont fait aucune erreur? Et il m'a souri sans rien répondre, mais son sourire en disait long. Par la suite, il m'a dit, effectivement, mais je ne peux pas dire qu'ils ont fait exactement ce qu'ils avaient décidé de faire. Mais effectivement, ils l'ont fait. Alors, pour revenir à la petite anecdote concernant le 11 septembre, après le 11 septembre, il y a eu le Patriot Act, etc. Et une des mesures qui a été mise en place au niveau du Patriot Act, c'était de fusionner un certain nombre de banques de données des différents services des services secrets, des services de surveillance, etc. Donc, ils ont fusionné tous ces fichiers pour en faire un énorme gros fichier qui reprend toutes les informations venant de différentes agences. Mais
moi, j'avais regardé ça de près, puisque évidemment, j'étais très investi dans, je dirais, dans la surveillance de ce qui se passe au niveau du monde, quand je pense que ça peut valoir la peine de regarder. Et ce gros fichier, avec quelques informations, je dirais, un peu sous forme de sommaire, avant d'avoir tout le détail, tout le dossier de crédit, le dossier médical, machin, etc. Mais dans le sommaire, bon, il y avait le numéro d'assurance sociale, le nom, le prénom, la date de naissance, nanana, etc. Et puis, il y avait attitude vis-à-vis du vaccin. Le 11 septembre, après le 11 septembre, mais qu'est-ce que ça venait faire exactement? Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais pourquoi dans un fichier national qui réunit toutes les données venant de toutes les agences, on va mettre dans le sommaire comme information primordiale attitude vis-à-vis de la vaccination. Hésitant, favorable, refusant, nanana, etc. Donc en fait, c'était une case à cocher. Pour cataloguer les... Pour cataloguer. Donc déjà, ma thèse, évidemment ça je ne peux pas le prouver, mais j'ai le sentiment que déjà en 2001, l'ombre de 2009 avec H1N1 et l'ombre de Covid-19 avec, de 2020 avec le Covid-19 étaient déjà là. C'était déjà en place. Et maintenant que j'ai lu beaucoup de livres d'ingénierie sociale depuis ces 5 dernières années, parce qu'en fait, j'en ai profité pour vraiment approfondir ma connaissance des phénomènes, je me suis rendu compte que très souvent, les manœuvres d'ingénierie sociale étaient démarrées avec la complicité des médecins. Le nazisme a commencé dans les années 20, avant l'arrivée d'Hitler, avec le mouvement eugéniste. Oui. Et lorsque Hitler est arrivé au pouvoir en 1933, la caste professionnelle qui a le plus supporté et qui s'est le plus inscrite au Parti national-socialiste, c'était les médecins. Et comment tu expliques ça? Mais parce que les médecins participaient déjà depuis 1920, pardon. Oui, je me trompe d'un siècle là. Ouais, un siècle près. Ils participaient déjà au programme eugéniste. Ils participaient déjà au programme de stérilisation forcée, où ça se faisait dans des conditions tellement pires qu'en moyenne, ils perdaient entre 4 et 5% de personnes stérilisées qui mouraient des suites de l'opération. Et pourquoi la santé, la médecine amène à ça? Pourquoi est-ce qu'il y a on va dire un fil rouge qui relie peut-être la science médicale à je sais pas, un excès de volonté de contrôle, et petit à petit, il y a un phénomène d'emprise qui se... Mais je pense que ça va plus loin. Les seules études, si tu y réfléchis, les seules études où on apprend à quelqu'un pendant ses études à transpercer le corps de quelqu'un d'autre, c'est quoi? Oui, ça peut être que ça. Oui. C'est les études de médecin. Oui. Les seules études où on brainwash les médecins à avoir un pouvoir de vie et de mort sur leurs clients, c'est les études de médecine. Alors c'est là où normalement le serment d'Hippocrate est censé chapeauter tout ça et imposer une déontologie. Oui, mais ça fait longtemps que la médecine, je dirais la médecine allopathique... C'est vrai qu'Hippocrate doit se retourner dans sa tombe. Je ne sais pas si Hippocrate est dans une tombe, mais en tout cas, il ne doit pas être très très content de l'évolution de la médecine. Mais la médecine a pris un virage extrêmement dangereux et totalitaire à partir du moment où les Rockefeller et les Carnegie, dans les années 1910-1915, ont payé M. Flexner pour faire un rapport qui leur a permis de faire la promotion de la médecine chimique. Pourquoi? Parce que les Rockefeller et les Carnegie avaient de l'aluminium à écouler, revendre, parce que l'aluminium à cette époque-là, c'était un rebut de l'industrie sidérurgique. Donc, ils ne savaient pas quoi faire de l'aluminium. Et donc, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de ces tonnes d'aluminium qu'on produit avec la fabrication du fer, etc. Puisqu'en fait, l'aluminium, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve naturellement dans le sol. C'est un byproduct. Bon, il n'y a pas des gisements d'aluminium. Bon, voilà. Alors, c'est qui monsieur Flexner? Alors, Flexner, c'était un médecin, mais qui a été payé par Rockefeller et Carnegie. Et donc, c'est Carnegie qui a dit à Rockefeller, en fait,
un excellent marché qu'on pourrait développer, c'est d'injecter l'aluminium dans le corps des gens. Tout simplement. Ça, ouais. Bon. Et ils se sont dit, ben oui, c'est un marché super, quoi. Et donc, ils ont engagé M. Flexner pour faire tout un rapport sur les écoles, les académies de médecine aux États-Unis, qui, à l'époque, jusqu'en 1920, enseignaient de façon égale et égalitaire l'homéopathie, l'ostéopathie, la médecine chinoise traditionnelle, la médecine pasteurienne avec les premiers vaccins qui existaient déjà à l'époque, la médecine, le début de la médecine chimique, puisque les aspirines, ça date de 1913, quelque chose comme ça, avec Baxter. Oui, je crois que c'était Baxter, oui, c'est ça. Et donc, ils ont décidé, pour promouvoir l'écoulement de leur aluminium, ils ont décidé de financer les académies de médecine qui acceptaient de n'enseigner plus que la médecine chimique et allopathique et de balancer et de bannir de leur programme l'homéopathie, l'ostéopathie, la naturopathie, l'herboristerie, etc., etc. Ça a commencé là. Voilà, et c'est le fameux rapport Flexner qui a légitimé scientifiquement, bon, il a été bien payé par Rockefeller et Carnegie, mais c'est comme ça qu'il y a eu un virage au niveau de la médecine dans les début des années 20, et c'est là qu'on a enseigné non plus une médecine qui est au service de la globalité de l'individu, parce qu'en homéopathie, en ostéopathie, on connaît très bien ça, mais c'est une médecine qui prend pouvoir sur le patient, qui est défini comme incompétent et impuissant, et sur lequel le médecin va avoir un pouvoir de vie ou de mort. Et je dirais que pour moi, c'est tout à fait naturel que la médecine soit, c'est peut-être violent de dire ça, le bras armé du nouvel ordre mondial. C'est pas l'OTAN, c'est pas l'armée. Ouais. Le bras armé... Et puis ce bras-là, on le voit pas forcément venir. On s'y attend pas. On ne s'y attend pas parce qu'en fait, ça nous est présenté comme on fait ça pour votre bien. Ah oui. On fait ça pour vous sauver la vie. On fait ça pour... Mais, voilà. Et on ne dit pas on fait ça pour prendre le pouvoir sur vous. Non. Mais c'est pas un pouvoir assumé comme on parlait tout à l'heure. Exactement. Là où on parlait des pouvoirs militaires qui sont assumés, où il y a une hiérarchie claire, où tout le monde consent à l'autorité et à ce pouvoir. Là, il n'y a pas forcément de consentement à donner puisque finalement... On joue sur la peur de la mort on joue sur la prétendue volonté de sauver les autres, de soigner les gens, de bonnes intentions. Voilà. Derrière laquelle c'est dur de se prémunir de cette prise de pouvoir. Oui. Et c'est ça tout le double langage. Quand Bill Gates dit je veux vacciner la planète entière, quelqu'un qui n'est pas au courant déjà de l'inutilité, l'inefficacité et la dangerosité de tous les vaccins sans exception. Ça, c'est ce que moi j'ai tiré comme conclusion après 38 ans de lecture. J'ai 70 bouquins sur la vaccination dans ma bibliothèque. Je mets n'importe quel médecin au défi d'avoir autant de bouquins que moi, rien que sur le sujet de la vaccination, pour lequel ils n'ont que 4 heures de cours sur 7 ans d'études. Donc, je dirais, chaque fois que j'ai eu des débats à la télévision en 2009 au niveau de la grippe H1N1, j'ai démoli et j'ai ridiculisé les médecins qui étaient en face de moi comme contradicteurs parce qu'ils ne connaissent rien en matière de vaccination. Mais je continue à prétendre que les vaccins sont inutiles, inefficaces et dangereux depuis le premier jour avec Édouard Jenner et puis Louis Pasteur par la suite. Mais quelqu'un qui n'a pas cette conscience que les vaccins peuvent faire du mal à la population vont se dire Bill Gates, c'est un bienfaiteur. C'est exactement comment on présente ces personnes-là, ces philanthropes du capitalisme. Exactement. Qui continuent à produire de la philanthropie, mais qui rapporte beaucoup d'argent. Oui, c'est Lionel Astruc. Je ne sais pas si vous l'avez déjà interviewé. Non, mais j'ai vu son travail. Oui. Et très, très intéressant sur... la capacité qu'ont ces personnes-là, les philanthro-capitalistes, comme il nous l'apprend, à générer du profit en prétendant faire de la philanthropie. Et c'est extrêmement efficace. Peut-être même plus rentable que d'être un businessman. Mais, Bill Gates l'a déclaré d'ailleurs pendant la crise Covid. Il dit « Chaque fois que j'ai investi $1 dans la crise Covid, ça m'a rapporté minimum $20. » Bon.
fois 20 pour une entreprise en 2 ans. Moi, je trouve que y a beaucoup d'entreprises qui voudraient juste faire du x2. Hein. Oui. Ouais. Justement, je voulais te demander un peu comment on sort de tout ça, mais j'ai une question qui me taraude depuis tout à l'heure. Rapidement, petite parenthèse, quand tu parlais du temple solaire, cette fameux épisode de suicide collectif que tu abordes en disant c'était du coup une mise en scène, ou une mascarade. C'était une mise en scène. Ouais. Et c'était pour cacher quoi? Qu'est-ce qui a pu se passer là, rapidement? Parce que c'est quand même un élément qu'on a un peu dans notre inconscient collectif, mais c'est pas exactement ce qui s'est passé. Alors, je ne sais pas si on n'aura jamais tous les éléments de réponse, parce que très souvent dans ce genre d'opération où on liquide un certain nombre de personnes, il peut y avoir parfois un règlement de compte vis-à-vis d'une personne, mais où on sacrifie toute une communauté qui est une communauté complètement d'innocents. Bon. Et ce que je sais à travers les enquêtes indépendantes qui ont été faites au niveau de l'Ordre du Temple solaire, c'est que Joe DiMambro, qui était donc le fondateur de l'Ordre du Temple solaire, était ce qu'on appelle un porteur de valise. C'est-à-dire quelqu'un qui, avec une valise diplomatique et un passeport diplomatique, faisait transiter de l'argent de l'Afrique vers la France ou de la France vers l'Afrique. Ça dépendait dans quel sens on voulait aller. Et il paraîtrait que Joe DiMambro était devenu de plus en plus gourmand dans ses exigences vis-à-vis du pouvoir politique français de l'époque. Bon. Et on a voulu éliminer ce bonhomme. Mais je pense qu'ils ont fait une pierre 2 coups ou une pierre 3 coups, parce que en maquillant ce double assassinat qui a fait quand même 74 morts en octobre 94, en le maquillant sous forme de suicide, alors qu'en fait c'était un règlement de compte et c'était un assassinat. Des gens qui se suicident avec 2 balles dans la tête, c'est déjà difficile. Moi, j'avais jamais entendu parler de l'Ordre du Temple solaire jusque ce jour-là. Et le hasard faisait que je devais accorder une interview à la radio suisse romande le matin où on a découvert le drame. Et la journaliste qui me recevait était en état de choc parce qu'elle avait reçu à plusieurs reprises à son micro Luc Jouret, qui était médecin homéopathe d'origine belge, qui était le numéro 2 de la secte de l'Ordre du Temple solaire, et à qui elle avait donné la parole parce que c'était un homme qui parlait très bien, qui avait une belle vision de la santé, de l'homéopathie. C'était, paraît-il, parce que par la suite, le hasard a fait que j'ai rencontré plusieurs anciens membres de l'Ordre du Temple solaire qui, eux, n'ont pas été tués. Donc, ils n'ont pas tous été tués. Il y avait juste ceux qui étaient dans les 2 chalets et qui m'ont dit que Luc Jouret était un homéopathe absolument hors pair. Bien. Mais quand on a découvert le drame, on pensait que Luc Jouret et Joe DiMambro étaient en cavale et avaient provoqué le suicide de leurs membres. Et donc, cette journaliste qui était devant moi était en état de choc. D'ailleurs, il a fallu que j'utilise mes outils, je dirais, d'accompagnement thérapeutique pour la remettre d'aplomb, pour qu'on puisse faire notre émission en direct une demi-heure plus tard. Bon. Mais ce qui était vraiment drôle, c'est que le lendemain, moi, je faisais une tournée de conférences en Suisse. Le lendemain, le soir, j'allume la télévision dans ma chambre d'hôtel et je vois que c'est des vues d'hélicoptère. Je vois que des policiers sont en train de sortir tous les meubles enfin toutes les choses qui se trouvaient dans les 2 chalets où avait eu lieu le drame, en train de les brûler dans le jardin devant les chalets. Oui, c'est surprenant. Et je me suis dit, mais depuis quand on détruit des preuves, une scène de crime? Le lendemain. Et d'ailleurs, ça se trouve même sur Wikipédia, donc je n'invente rien, parce que évidemment, ça n'a pas pu être caché. Et le juge qui a donné l'instruction, il a dit « Je ne voulais pas traumatiser la population suisse ». Franchement, comme raison, ça passe très mal. Bon. Mais il y a eu aussi... donc, alors, pourquoi est-ce que ça a fait une pierre plusieurs coups? C'est qu'à partir de là, j'ai vu en France le départ de la chasse aux sorcières, c'est-à-dire c'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler des sectes et du danger des sectes. Et on a associé au danger des sectes les médecines parallèles, les thérapies parallèles qui n'étaient pas de la psychiatrie,
l'agriculture biologique. Moi, j'ai connu un agriculteur biologique dans les Hautes-Alpes qui a été dans la liste des sectes dangereuses de France. On peut mettre ce qu'on veut là-dedans. Il y avait l'éducation alternative. Oui. Donc les écoles Steiner, les écoles Montessori, etc., etc. Pourquoi est-ce qu'on a attaqué tous ces gens-là en les mettant dans le paquet secte et en disant, regardez, les sectes, la secte de Waco, la secte du Temple solaire, ça peut vous mener jusqu'à vous suicider vous-même. D'ailleurs, les écoles alternatives en France ont perdu 75% de leur clientèle en une année, après 1994. Et donc, à partir de là, tout ce qui était alternatif. Mais en fait, quand on y réfléchit, ces choses alternatives qui ont été désignées comme sectaires, c'était des démarches qui redonnaient aux individus le plein pouvoir sur leur existence. Parce que la psychothérapie, effectivement, c'est très différent que de recevoir des anxiolytiques pendant 30 ans d'un psychiatre qui ne regarde même pas dans quel état tu te trouves. Simplement, il refait la prescription, tu payes ta consultation et tu continues, quoi. Même chose pour les médecines parallèles qui rendent les gens autonomes et qui rendent les gens acteurs de leur propre santé. Même chose pour l'agriculture biologique, même chose pour l'école alternative, Montessori, Freinet, etc., Piaget, parce que c'était des écoles qui étaient au service de l'autonomisation de l'individu. Oui, ça permet, comme tu dis, d'une pierre trois coups. C'est un gros coup celui-là. Ça permet aussi d'éliminer tous ces espaces d'autonomie pour les citoyens qui voudraient, on va dire, faire un pas de côté en dehors du système. Exactement. Et donc, pour nous protéger du danger des sectes, à partir de 1994, et puis il y a eu une récidive en décembre 1995, où on a retrouvé 16 corps arrangés en étoiles dans une forêt du Vercors. Et là, se trouvait parmi les victimes la femme de M. Vuarnet, et le fils de M. Vuarnet. Et Vuarnet est très connu pour les lunettes et tous les équipements de ski, etc. C'était un monsieur qui était millionnaire, je crois qu'il est mort maintenant. Et il a dit, ma femme jamais n'aurait participé à un suicide. Et mon fils encore moins. Et donc lui, il a payé des enquêteurs indépendants parce que lui, il avait l'argent pour le faire. Et j'ai lu son livre, parce qu'il en a fait un livre. Et il est clair que ce n'était pas un suicide collectif de nouveau, parce que les corps ont été retrouvés brûlés. Et quand l'expert indépendant payé par Vuarnet a fait un prélèvement du carburant qui avait été utilisé pour brûler les corps, c'était du napalm d'origine militaire. Impossible à se procurer pour des particuliers. Et il y a encore d'autres preuves. Christian Cotten a beaucoup travaillé sur le dossier du Temple solaire. C'est intéressant de voir un peu les parallèles qu'on peut faire et puis les conséquences que ça a encore aujourd'hui. Mais moi, c'est à partir de 1995 que j'ai été traité de gourou parce que ma démarche rendait les gens autonomes et non manipulables. Donc c'est à partir de 1995 qu'il y a un article de journal qui est apparu pour la première fois et donc j'ai été classé parmi les 100 sectes les plus dangereuses de France alors que j'avais 0 personne qui me suivait. C'est-à-dire j'avais même pas de communauté, j'avais pas d'association, j'avais rien. Moi j'étais juste formateur, je donnais des formations dans les entreprises. Ça jette le trouble, le doute. Mais oui. Et on voit que ça continue avec Thierry qui était là aussi, Thierry Casasnovas qui était là hier. Et qui explique aussi son parcours et dont on a vu à quel point, en redonnant une certaine autonomie au niveau de la santé à des gens et une forme d'espoir sur leur propre santé, on le traite de gourou. Exactement. Comme tu as été traité. Et l'argument reste valable et aussi efficace pour les gens qui n'ont pas le temps de creuser. Et c'est là où j'ai fait un parallèle entre 1994-95, les assassinats de l'ordre du Temple solaire, et le 11 septembre 2001. Parce que là, sous prétexte de nous protéger contre les méchants terroristes, il fallait, là aussi, renoncer à un certain nombre de libertés et un certain nombre de droits. C'est-à-dire qu'en fait, le même processus qui avait été mis en œuvre avec la chasse aux sectes en 1994 a été mis en œuvre en 2001 et a été mis en œuvre en 2020. C'est-à-dire que alors, on ne nous traite plus de gourous maintenant, on nous traite de complotistes.
Bon, alors moi, je cumule les mandats puisque je suis encore gourou et je suis complotiste. Mais c'est exactement le même pattern. Ce que j'ai vu entre 94... Des gens dont la carrière a été ruinée du jour au lendemain parce qu'on les a traités de gourous alors qu'en fait, simplement, ils faisaient du bien aux gens et ils les rendaient de plus en plus autonomes. Ces gens-là ont été détruits. Parce qu'ils c'est toujours l'inversion accusatoire. C'est parce que c'est sous-entendu, si une personne va faire du bien à quelqu'un, cette personne va être sous son emprise. Et donc ça peut devenir un gourou. Voilà. C'est quand même assez tordu. Oui. Faire du bien à l'autre nous rend tout de suite suspect. Il vaut mieux faire du mal. Au moins, comme ça, on sait que... Oui. Voilà. Il y a et pas de doute. quand on voit les critères que l'Association de défense des familles et des individus, ce qui était la première association gouvernementale payée par le gouvernement qui a été créée pour lutter contre les sectes, bon, maintenant c'est la Miviludes, mais au départ, c'était l'ADFI, Association de défense des familles et des individus. Les critères qu'ils donnaient pour reconnaître si dans notre entourage, on avait quelqu'un qui était sous l'emprise des sectes, je te jure, c'était personne qui ne regarde pas la télévision, personne qui passe plusieurs heures par jour à lire des livres. Non, mais des choses comme ça. Il faut retrouver ce document, c'est collector, ça. Comment ? Incroyable, il faut retrouver ce document. Ah, mais j'ai ce document. C'est collector. J'ai ce document. Non, mais comment c'est possible ? C'est extraordinaire. Il ne manquerait plus que quelqu'un qui a un potager et qui cultive ses propres légumes. Alors, ce n'était pas dans les critères, mais effectivement, mais c'était des critères aussi ridicules que cela. En disant, si vous voyez que votre fils, que votre fille, que votre voisin, votre voisine, signalez-le à la DFI, parce qu'ils sont en danger de se suicider comme vous l'avez. Et alors, il y a un sociologue m'avait expliqué aussi que les médias ont un rythme au niveau de leur planning. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils doivent reparler du même sujet dans je dirais, un intervalle de temps bien défini. C'est-à-dire, on va parler des sectes, et puis, alors, je ne me souviens plus exactement du nombre de mois, mais c'est mathématique et c'est scientifique. Plusieurs mois plus tard, il faut qu'on reparle des sectes. Et puis, plusieurs mois plus tard, on reparle des sectes pour entretenir en permanent, et jusqu'à présent. C'est-à-dire que Conspiracy Watch encore fait son beurre et l'argent du beurre en faisant croire qu'en plus ils sont bénévoles et qu'il faut leur donner des dons alors qu'ils ramassent plein d'argent public. Du fonds Marianne. Oui, du fonds Marianne entre autres, mais ce sont des menteurs invétérés parce qu'ils disent encore sur leur site, parce que je vais de temps en temps sur leur site, soutenez-nous, nous ne vivons qu'avec vos contributions. C'est comme si vous, chez Nexus, vous disiez on ne vit qu'avec avec les abonnements de nos lecteurs et les ventes en kiosque, alors qu'en réalité, vous recevez 250 000 € du gouvernement tous les trimestres, par exemple. Je vous rassure, on ne touche pas un euro. Non, mais c'est ce niveau de mensonge-là pour Conspiracy Watch. Bien sûr, c'est vrai, et il joue sur la crédulité des gens. Alors que la plus grande des sectes, on y est. La secte de l'argent roi, de la consommation, de la globalisation, de ce mondialisme. C'est une secte qui s'est étendue au monde entier, puisque qu'on aille de New York à Paris, jusqu'à Pékin, jusqu'à je ne sais quelle ville un peu une métropole du monde, c'est tout. C'est le même urbanisme, les mêmes commerces, les mêmes modes, les mêmes façons de consommer. La secte, elle s'est bien étendue quand même. Oui. Et d'ailleurs, j'avais fait une émission il y a 2 ans de cela, où j'avais repris les 10 critères présentés par la Miviludes, donc la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Et ils ont 10 critères pour reconnaître un danger de dérive sectaire. Et je l'avais appliqué à la politique du gouvernement lors de la crise Covid. Eh bien, il remplissait un carton plein. Il remplissait les 10 critères. Isolement par rapport à la famille, emprise mentale, machin, etc. Enfin bon, je me souviens plus des 10 critères, mais je m'étais amusé, j'avais fait une émission comme ça, et je terminais mon émission en disant, écoutez, ce que je vous demande de faire maintenant, c'est de signaler le gouvernement à la Miviludes, parce que nous avons une dérive sectaire caractérisée. Alors comment justement on sort de cette secte ? Si tu pouvais donner un conseil à ceux qui nous écoutent, on pense que ceux qui nous écoutent se rendent compte du monde dans lequel on est et essayent d'en sortir un maximum. Mais comment on fait pour
on va dire, s'autonomiser un maximum, être le moins sous cette emprise-là et essayer de faire un pas de côté. Et je dirais que pour moi, la clé, et je suis très content que l'entrevue ait commencé par l'aspect interpersonnel et l'aspect inconscient des jeux de pouvoir, parce que effectivement, pour moi, la première clé, le premier pas va nous amener à revenir à notre propre conscience de notre état, à la conscience de nos besoins, à la conscience de nos ombres aussi, hein, comme le disait Carl Gustav Jung. Il disait une phrase très intéressante que je répète très souvent à mes étudiants, c'est « tout ce que nous n'avons pas ramené à la conscience se manifestera dans notre vie comme le destin ou la fatalité ». C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas conscient à l'intérieur de nous, que ce soit effectivement nos tentatives de jeu de pouvoir, mais ça peut être aussi nos manques, nos frustrations, nos incapacités à contacter nos émotions difficiles, nos traumas, etc. Mais tout ce que nous n'aurons pas ramené à la conscience, tôt ou tard, va se manifester dans notre vie comme le destin ou la fatalité. C'est-à-dire que ça va nous tomber dessus et on va se sentir victime des événements. Et je dirais que ce qui est valable dans la relation à soi et ce qui est valable dans la relation à l'autre est aussi valable dans notre relation à la société. Et donc moi je ne peux, et d'ailleurs c'est à ça que je travaille en tant que formateur professionnel depuis 36 ans, c'est je ne peux qu'inviter les gens à faire ce travail de conscience et d'oser finalement plonger de plus en plus profondément dans toutes ces zones d'inconscience que nous avons, dans toutes ces zones d'ombre, dans toutes ces zones dont nous ne sommes pas nécessairement très fiers, mais qui nous permet justement de voir de plus en plus loin arriver les tentatives de manipulation et d'emprise. Jean-Jacques, c'est passionnant, c'est très intéressant et je comprends du coup pourquoi tu continues de former les gens depuis autant de temps, parce que je pense qu'il faut toute une vie pour comprendre les rouages et les appliquer, parce qu'après il y a la pratique au-delà de la théorie. Exact. D'ailleurs, justement, pour ceux qui nous écoutent, où est-ce qu'on peut te retrouver pour te suivre sur les réseaux ou alors pour peut-être approfondir toutes ces questions avec toi? Bien, pour l'instant, je suis en train de rééditer mon livre Relations et jeux de pouvoir, donc pour l'instant, en septembre 2025, il n'est plus disponible. Mais sinon, la meilleure façon d'être en contact avec moi, c'est d'aller sur mon site jeanjacquescrèvecoeur.com, tout simplement, donc toutattaché.com. Et là, les gens peuvent s'inscrire à ma chaîne privée qui est entièrement gratuite, à mon blog qui est entièrement gratuite, etc. Voilà, parce que je maîtrise maintenant mes canaux de communication. T'es plus sur YouTube? Non, j'ai été viré par YouTube. J'ai été le premier lanceur d'alerte à être viré de YouTube le 28 ou le 29 juillet 2020. Alors que j'avais fait 13,5 millions de vues en 5 mois et demi au début de la... Parce que j'étais un des premiers, quoi. Oui. Donc, c'est sûr que j'ai été le premier aussi à être... le prix voilà, fort. Exactement. Et je suis banni. Au moins, tu as repris ta souveraineté. Oui. Et sur ta plateforme, au moins, on ne pourra pas te censurer. Exactement. Pour l'instant. Non, mais c'est fait pour. Merci en tout cas infiniment, Jean-Jacques, pour ta venue. Bientôt, on mettra en ligne les vidéos des intervenants lors des 25 ans de Nexus, qui était au Théâtre du Gymnase, pour que les gens puissent revivre cet événement et revoir ton intervention qui reprenait dans les grandes lignes ce qu'on a abordé ensemble maintenant. En tout cas, merci infiniment. Pour ceux qui voudraient nous retrouver, donc Nexus est disponible en kiosque et sur nexus.fr, toujours sans publicité et sans subvention, bien évidemment, pas comme Conspiracy Watch. Voilà. Merci Jean-Jacques, à très bientôt j'espère. Merci, avec grand plaisir Marc. Et merci à vous, au revoir.